Bonjour à tous, bienvenue à ce 21e Café Export. On va attendre quelques secondes que tout le monde rentre dans la salle. Nous avons aujourd'hui à peu près 80 inscrits, tout simplement pour vous dire que aussi les Cafés Export sont disponibles en rediffusion sur la chaîne YouTube de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain dans une magnifique playlist avec tous les autres Cafés Export. Donc 21e, aujourd'hui, on va parler de développement vers les États-Unis en temps de pandémie, en temps de Covid. Comment on fait ça? Comment on travaille avec cette situation? Et on va discuter de ça avec Myriam de Murray Close qui va nous parler un petit peu de son implantation en cours vers les États-Unis et de comment elle arrive à faire ça en temps de pandémie et quels sont les enjeux liés à ça. Je vais d'abord remercier bien évidemment EDC qui commandite le Café Export et bien évidemment le gouvernement du Canada et du Québec qui permettent, avec leur financement de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain sur les parties export, de vous livrer ce café. Sans plus tarder et sans prendre trop de temps, on va tout de suite demander à Myriam de se joindre à nous et on va commencer la discussion de Maguire. Excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Désolé Myriam, j'étais en animation juste avant, j'ai fait un mauvais lapsus, excuse-moi. Pas de problème. Myriam, parle-nous un petit peu de Maguire, dis-nous un petit peu ce que vous faites dans la vie et qui êtes-vous? Donc, c'est ça, Maguire, c'est une entreprise de chaussures et d'accessoires en cuir haut de gamme, mais à prix juste. Donc, ce qui est différent de ce qui nous démarque de nos compétiteurs, c'est que on fait affaire dans les mêmes usines haut de gamme que nos marques préférées qu'on ne peut pas s'offrir, mais on arrive à vendre 50 moins cher grâce à notre modèle d'affaires différent, c'est-à-dire qu'on vend seulement dans nos boutiques à Montréal, à Toronto, puis en ligne. Puis aussi, on n'a pas d'agent, on n'a pas de distributeur, donc on ne vend pas ailleurs, ce qui nous permet de garder un contrôle sur nos prix, puis la qualité, puis l'expérience client. Fait qu'on est complètement indépendant. Fait que c'est ça, en gros, que Maguire fait. Super, donc en fait, vous avez réduit un petit peu la chaîne de distribution pour maîtriser vos coûts et aller plus rapidement vers le consommateur final avec des prix justes. C'est C'est ça, super. exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment vous êtes développé à l'international? Vous êtes né au Québec, si je ne dis pas de bêtises. C'est quoi votre parcours un petit peu à l'international ou même votre développement hors du Québec, tout simplement? Donc, Maguire existe seulement depuis 3 ans et demi. Donc, la première année, on était très petits, on vendait seulement en ligne, mais comme tout le monde le sait, quand on lance un site web, c'est pas un succès instantané. Donc, ça prend du temps puis beaucoup de travail. Fait que le fait d'être indépendant, ça fait que on doit tout faire nous-mêmes. Donc, il faut être très patient, puis la progression est lente, mais je dirais que c'est comme ça grandit chaque jour. Donc, c'est ça, on s'est incorporé, ça fait 3 ans. La première année, on a ouvert une petite boutique. 6 mois plus tard, la boutique était trop petite, donc on a ouvert un immense concept store sur la rue Saint-Laurent à Montréal. Puis, ça faisait même pas un an qu'on avait cette grande boutique-là, puis on a décidé de... On a fait plusieurs pop-up à Toronto pour tester le marché. Fait que tout de suite, on a décidé de sortir du Québec puis s'en aller à Toronto. Puis en fait, la prochaine étape, c'est les États-Unis, mais Toronto devait ouvrir la première semaine d'avril. Donc c'est ça, on Pile pendant le avait... Covid, pile Oui, une bonne nouvelle donc pour vous tout de suite. oui. Comment vous avez géré cette situation? Peut-être avant de parler vers les États-Unis, peut-être de parler un petit peu du développement à Toronto. Comment vous avez souhaité répliquer un peu votre modèle que vous aviez au Québec vers Toronto? Ça a été quoi un peu votre démarche? Bien, en fait, on trouvait on est chanceux d'être au Canada puis d'être dans un pays aussi grand. Fait qu'on a réalisé que c'était facile de juste ouvrir une nouvelle filière à Toronto, vu que c'est dans le même pays, même si la langue est différente. Euh, pour nous, c'était assez facile. Puis on a eu une bonne réception au niveau de nos clients à Toronto quand on a testé le marché. Donc, en un an, on est allé 6 fois faire des pop-up, amasser des clients, parce que comme
on n'a pas de distributeur ou on ne vend pas dans nos boutiques. Les clients peuvent seulement apprendre de Meguiar avec un contact direct avec la marque. Fait que c'est important pour nous d'y aller plusieurs fois. Fait que c'est ça. Fait que, je te dirais que ça a été, malgré qu'on a fait ça en plein milieu du COVID, puis ça, c'était compliqué, puis on pourra en parler, mais je te dirais que la transition s'est fait assez bien. Vu qu'on est une marque canadienne, puis Toronto, c'est la plus grande ville au Canada. Fait que c'est pour ça que pour nous, c'est un marché naturel d'aller là-bas. Puis en plus de ça, on peut y aller en voiture, c'est pas trop compliqué. Fait que, puis aussi, une partie de ma famille habite à Toronto. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer là-bas. Donc, si je comprends bien, en fait, votre logique de développement d'affaires, c'est que vous créez une boutique un peu comme un showroom, en fait, comme une salle de montre, sur laquelle les clients viennent visiter, puis ensuite ils peuvent acheter soit en boutique, soit en ligne, avec un inventaire assez réduit en boutique. C'est un modèle que vous avez répliqué sur Toronto, mais avant d'ouvrir une vraie boutique, vous avez quand même testé le marché, validé le marché via des pop-up. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus C'est c'est ça, quoi fait le chemin, en fait? Combien de temps, peut-être, ça vous a pris, en fait, entre le premier, peut-être, la décision d'aller sur le marché de Toronto, le premier pop-up, jusqu'à l'ouverture du magasin? bien, assez rapidement. Fait que nous, depuis le départ, on a une vision, on est né comme en ligne, puis on a une vision des boutiques différentes, je dirais, que le retail traditionnel, parce que avant, en retail, c'était plus que tu avais de doors, plus que tu avais de boutiques, plus que tu pouvais faire de ventes. Fait que c'est important que dans une ville, tu puisses avoir 3, 4, 5 boutiques dans plein de secteurs différents. Puis nous, dès le départ, on voyait ça différemment. On était comme, on a besoin d'une boutique par région, par grande région, pour aller rejoindre des clients. Donc, aussitôt qu'on a ouvert une boutique à Montréal, on a vu des gens de la Rive-Sud, de Laval, même Ottawa, Sherbrooke commencer à acheter en ligne parce qu'ils se disaient, ah, le mois prochain, je vais à Montréal. Donc, si ça ne fait pas ou s'il y a un problème, je pourrais toujours venir en personne le régler avec OK. l'entreprise. Fait que le point de service, on voit plus les boutiques maintenant comme des points de service que comme des endroits où il faut pousser une vente absolument. Parce que la vente, après, elle peut se faire en ligne, elle peut se faire, elle peut se faire n'importe où dans le processus, mais l'important, c'est d'offrir un bon service à la boutique, puis que les gens puissent voir le produit, le toucher, avoir des informations. Puis après ça, ils peuvent prendre leur décision dans 2 semaines, dans 3 mois. On s'en fout parce que tout est interrelié. Fait que, tu sais, tout le vieux concept de retail où, tu sais, des fois, quand tu es un employé en retail, tu as des capteurs de conversion, tu sais, de vente, fait qui rentre puis qui ressort avec un achat, puis le staff va comme passer en dessous du capteur, tout ça. Fait que pour moi, ça fait plus de sens, ce modèle-là, parce que même si, je sais pas, 50 personnes qui viennent essayer dans notre boutique, puis il y en a juste 2 qui achètent, pendant ce temps-là, je fais des ventes en ligne, puis je ne sais pas si cette vente-là elle a été faite à cause de la boutique ou à cause de nos publicités web. Ou, fait que ça devient... c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on voulait avoir un point dans une autre grande ville, parce qu'on se disait, on va aller ouvrir à Toronto, au centre-ville, mais après ça, la banlieue de Toronto est 10 fois plus grande que la banlieue de Montréal. Fait que là, on se disait, OK, ben, il y a du potentiel dans toute la banlieue parce que les gens vont acheter en ligne puis se disent, OK, ben, je vais à Toronto au moins une fois par mois. Fait que je peux toujours revenir voir la compagnie si jamais il y a un problème. Puis c'est ça, fait que ça fonctionne bien. Fait que c'est pour ça que pour nous, la prochaine étape, ben, c'est d'avoir un premier point de vente aux États-Unis pour commencer tranquillement à contaminer le marché. Puis le choix de New York, pour nous, c'était pas seulement contaminer les États-Unis, mais contaminer le reste du monde parce que habituellement, quand il n'y a pas de pandémie, il y a des gens de partout à travers le monde qui visitent New York en mode pour voir un peu ce qui se passe au niveau des tendances. C'est comme quand moi, je travaillais dans l'industrie, j'allais à chaque année à New York, Paris, Londres, Milan, Shanghai, Hong Kong. C'était tous des marchés que je faisais pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, pour nous, c'était un point stratégique d'aller s'installer là-bas. OK, ça va vous faire votre flagship un petit peu aux États-Unis. Exactement. Je suis curieux de ce que tu as dit. À un moment, tu disais que vous utilisiez les boutiques aussi en point de service. Oui, Mais aussi en salle de monde. Donc, vous avez en fait le deux côtés. En fait, vous faites venir des gens pour voir les modèles et pour pouvoir les acheter en ligne parce qu'ils ont besoin de toucher. Mais aussi, vous vous en servez pour rassurer les gens en disant il y a un point de vente, vous n'avez pas besoin de nous le remettre par la poste ou quoi que ce soit. Donc,
vous avez vraiment la double stratégie des deux côtés un petit peu. C'est intéressant quand même. C'est ça, puis je pense avec la pandémie, ce qu'on remarque, parce que pendant la pandémie, on a fait une vente d'échantillons, ou non, juste avant la pandémie. Fait que c'était déjà commencé. Je pense que toutes ces tendances-là existaient déjà avant la pandémie, puis la pandémie les a mis vraiment plus claires. Fait que déjà, les gros joueurs qui ont dû se mettre sur la loi de la protection de la faillite essayaient de diminuer le nombre de boutiques parce qu'avec les ventes en ligne, il n'y avait plus besoin d'autant de boutiques, mais ils étaient pris dans des loyers de 10 à 20 ans, donc ils ne pouvaient pas bouger du jour au lendemain. Tu sais, c'était des immenses compagnies. Tandis que nous, on était tout petits, fait qu'on on avait déjà ce modèle-là, fait que c'était facile pour nous de s'adapter à la nouvelle situation, mais on a fait une vente d'échantillons en ligne, puis je te dirais que 50% des gens, puis ça, on a vendu beaucoup, beaucoup de choses, puis 50% des gens choisissaient un ramassage en boutique, parce que si jamais ça ne faisait pas, bien, ils pouvaient tout de suite agir, tu sais, soit demander une autre paire ou demander un crédit ou un échange. Fait que c'est ça, on sent qu'avant, c'était à propos de l'expérience en boutique, tout ça. Je pense que c'est encore important, mais maintenant, ce qui est important, c'est d'offrir un bon service. Puis souvent, je dirais que nos compétiteurs dans le passé n'ont peut-être pas offert un super service. Fait que les gens sont méfiants. Puis Ok. aussitôt que tu leur donnes un bon service, bien, le lien avec la marque se fait facilement. Fait que pour nous, le service, c'est super important parce que c'est ça qui fait que les gens vont avoir confiance après d'acheter en ligne sans venir en boutique parce qu'ils savent que peu importe ce qui arrive, on va pouvoir les rembourser, ils vont pouvoir retourner leur achat, fait qu'ils ne sont pas pris avec leur achat. Fait que l'importance d'avoir des retours gratuits puis rapides, c'est super, c'est important pour nous pour que les gens ne se sentent pas prisonniers de notre marque. Tu sais, moi, des fois, j'achète des trucs puis je vois 10 jours pour des échanges puis retours, puis après, ou sinon, tu es pris avec l'article, mais je veux dire, les gens ont des vies occupées, là, 10 jours, des fois, t'as pas le temps. Fait que c'est ça. Pour nous, c'est Et du important. coup, quand on vient sur le sujet pandémie entre menaces et opportunités, vous, pour le coup, ça a plus bifurqué vers l'opportunité, si je ne me trompe pas. Est-ce que Oui. tu peux nous en dire plus? Parce que tu nous as dit juste avant que tu avais ouvert ta boutique à Toronto quasi une semaine avant le début du Covid, ou la semaine de début du Covid officiel, en tout cas, et la fermeture et le confinement canadien. Comment tu as vécu cette réalité? Mais en fait, j'étais comme en Italie quand la pandémie a commencé. Fait que je suis partie de l'Italie puis ils fermaient le pays comme derrière moi, là. Euh, puis après ça, je suis allée en Espagne. Puis là, l'Espagne disait, ah, c'est terrible ce qui arrive en Italie. Puis un mois plus tard, mes usines en Espagne fermaient. Fait que ça a été très difficile, je te dirais, les mois de avril, mai ont été très difficiles parce que une après l'autre, mes usines fermaient. Donc, toute la production, j'avais planifié. On avait presque plus de stock. Puis tout ce que j'avais planifié pour arriver n'arrivait pas. Puis du jour au lendemain, on perdait. Parce qu'avant la pandémie, notre revenu en boutique était de 70. Puis maintenant, c'est 70 en ligne. Fait que c'est plus la même chose. Mais au début, le temps que la transition se fasse, on a eu très peur parce que en tant que petite compagnie, euh, la boutique à Toronto, tous les frais étaient calculés à la scène près. Puis on était aussi en train de fermer un prêt avec la BDC. Fait que du jour au lendemain, toutes les négociations qu'on avait faites avec la BDC, qui devaient se signer comme 3 jours après que la pandémie ait commencé, bien, j'ai dû tout recommencer à zéro. Fait que ça a été des mois de stress. Puis, je veux dire, en tant que petite compagnie, quand les gros avaient vraiment plus de problèmes que nous, la BDC était là pour aider les compagnies qui emploient le plus de gens possible. Puis, je comprends ça. Mais pour une petite compagnie, ça a été vraiment difficile. Puis, on avait commencé des discussions avec un investisseur avant la pandémie. Donc, l'investisseur devait rentrer, la BDC devait rentrer et d'autres partenaires. Donc c'est ça. Fait que l'investisseur a décidé de faire le deal malgré tout. Puis embarquer avec nous dans le projet, fait que ça a réglé tous nos problèmes. Mais si on n'avait pas eu ça, ça aurait été très difficile. Aussi, je devais payer tous mes frais de la boutique quand ça allait ouvrir en avril. Tu sais, j'avais négocié avec mon entrepreneur, qui était aussi mon ami, de me laisser du temps un peu pour payer. Mais là, ça ne se passait plus. Fait que mon entrepreneur ne pouvait plus continuer le projet, ne pouvait pas finir. Fait qu'à place d'ouvrir le 1er avril, on a ouvert le 1er juin. Mais on a dû payer les loyers parce que le propriétaire de Toronto ne voulait pas nous accommoder pour le loyer. Fait qu'on a dû payer des loyers complets
même s'il y avait la pandémie. Fait que ça a été très difficile. Puis après ça, on a senti une vague de sympathie de nos clients. Il y a beaucoup de clients qui ont continué à acheter en ligne avril, mai, même si c'était fermé. Fait que là, ça nous a donné un peu d'espoir. Puis aussitôt que ça a réouvert, on a vu que nos clients étaient là pour nous. Euh, puis ça a recommencé. Puis là, nos ventes ont switché vers en ligne. À ce jour, on fait énormément de ventes en ligne, puis on a investi aussi davantage pour les ventes en ligne. Fait qu'on voulait être dans une position en septembre parce qu'on savait qu'il allait y avoir une deuxième vague. On voulait être dans une position où on pouvait être complètement indépendant des boutiques. Tu sais, avant, quand la ville fermait la rue pour refaire les trottoirs pendant comme 3 jours, moi, je paniquais parce que je me disais, je vais perdre tellement d'argent, je ne pourrais pas faire les ventes que je devais faire. Mais là, maintenant, je dirais, on a eu une alerte de prise d'otage la semaine passée. On a dû fermer toute la journée, puis c'était pas grave, notre journée était faite. On a juste fermé la boutique. Fait que, tu sais, il y a vraiment un changement. Puis c'est ça qu'on voulait atteindre. On voulait atteindre l'indépendance pour plus être dépendant des boutiques. Puis que les boutiques, ça soit juste un plus pour l'expérience client, puis un point de service, mais on ne veut pas dépendre de ça pour toutes nos ventes. Puis on a réussi à y arriver. Donc, on se sent prêt à affronter le reste de la pandémie à Et puis cause il y a de une ça. petite leçon de résilience quand même parce que vous deviez ouvrir le 1er avril, vous avez quand même perduré pendant plusieurs mois pour ouvrir le 1er juin finalement à Toronto. Puis là, on va revenir sur le sujet des États-Unis où vous ouvrez une troisième boutique possiblement à New York. Euh, Comment vous êtes, en aussi peu de temps, en fait, d'ouvrir autant de boutiques? C'est pas beaucoup non plus, mais vous Ouais. développez énormément géographiquement. Est-ce que Toronto, ça a tellement bien marché que vous avez dit, OK, il faut qu'on reproduise ça très rapidement sur New York? Est-ce que la pandémie vous a fait dire, OK, il faut qu'on y aille rapidement parce qu'il y a des opportunités? C'est quoi un peu le raisonnement sur... Mais notre raisonnement, puis en fait, c'est une conversation qu'on a avec notre investisseur, c'est que, tu sais, quand ça va mal pour tout le monde, c'est là que c'est le moment de comme agir puis d'oser parce que personne ose faire rien. Tu sais, tout le monde est en mode protection. Fait que nous, on a un peu une vision, OK, tu sais, quand ça va mal pour tout le monde, bien, c'est sûr qu'il va y avoir des gagnants puis des perdants dans tout ça. Fait que vu que nous, on est petits puis on est agile, bien, c'est le moment de se lancer puis d'y aller. Puis on a gardé aussi ce mindset-là parce que le truc le plus important, c'est les produits. Fait qu'on a gardé aussi ce mindset-là dans les produits parce que les habitudes des gens ont changé. Fait que là, on s'est dit, OK, c'est dans la situation qu'on vit qui est vraiment pas le fun, puis qu'il n'y a pas de sortie, puis on peut pas aller nulle part, c'est quoi le genre de chaussures qui ferait plaisir aux gens? Bien là, en ce moment, c'est des bottes d'hiver qui sont excitantes, tu sais. Fait que c'est ça qu'on vend, puis ça va bien. Fait que là, on essaie de penser, OK, en mars, on va être encore en télétravail, mais qu'est-ce qui pourrait être le fun pour aller sortir à l'épicerie, mais qui est excitant? Fait que, tu sais, on essaie de penser à des produits qui fit notre nouveau style de vie, puis qui sont excitants, puis même si, tu sais, ça va mal, tout ça, on veut continuer à oser puis à faire des choses excitantes pour nos clients. Fait que c'est comme ça qu'on le voit. Il y a beaucoup de gens qui ont mis leur production sur pause puis qui ont peur puis sont en mode solde puis c'est liquidation. Mais nous, on reste, on garde notre trajectoire. On ne fait pas de solde, on ne fait pas de Black Friday. On continue à faire des produits. Puis on a vu un C'est shift ça. des consommateurs aussi vers le en ligne, donc Oui. ça a renforcé un petit peu votre tendance à l'indépendance des boutiques. C'est de plus en plus de gens achètent en ligne avec la fermeture des magasins, la peur du Covid, etc. Les gens vont un peu moins, je dirais, dans les boutiques. En tout cas, c'est une tendance qu'on constate qu'il y a une grosse augmentation des ventes en ligne. Puis Peut-être, aussi, oui, les gens voyagent moins. Fait que, tu sais, avant, il y avait un gros budget pour aller en voyage où les gens magasinaient en voyage, surtout des chaussures en cuir. Tu sais, il y a plusieurs de mes clientes qui me disaient avant de vous connaître, j'allais souvent en Europe acheter mes chaussures. Fait que c'est sûr qu'on a une clientèle qui a le budget pour aller magasiner des chaussures en Europe. Fait que maintenant, ils ne peuvent plus y aller. Puis il y a aussi beaucoup de gens qui achetaient, disons, en quantité, mais pas en qualité. Puis avec la pandémie, on dirait que ça a fait un changement. Ils se sont dit, ben là, je veux dire, je fais rien, je dépense pas, je vais pas au resto, je vais pas en voyage, fait que je vais m'acheter la paire de bottes que je voulais vraiment de qualité, que j'ai toujours voulu. Fait qu'on dirait qu'il y a aussi un switch dans la consommation parce que quand tu t'es passé de la consommation pendant aussi longtemps, bien, on dirait que tu fais des achats plus réfléchis, puis tu te dis, ben, tant qu'à encourager une marque
basée à l'étranger, mais je vais peut-être encourager une marque canadienne. Fait qu'on a senti comme que ça nous a aidés, en fait. OK. Et donc la logique New York, donc est-ce que vous avez fait des activations sur New York, un peu comme dans le même principe que Toronto? Tu disais que vous aviez fait des pop-up avant d'installer une boutique physique. Est-ce que c'est la même logique que vous voulez reproduire sur New York? Oui et non, parce que Toronto, c'était facile de partir avec notre camion, notre stock, puis faire monter une boutique du jour au lendemain dans un espace inoccupé. Tandis qu'à New York, là, il y a plein de choses qui rentrent il y a des taxes, il faut s'incorporer. Il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire comme on a fait au Canada aussi facilement. Fait que là, on est en train de se dire si on le fait, si on va à New York, mais on le fait pour de vrai. Fait que c'est sûr qu'on veut commencer avec un loyer temporaire. Comme ça, si jamais c'était comme un désastre, mais on pourrait quand même se retirer puis pas être pris avec un loyer pendant 2, 3 ans. Puis aussi, à New York, en ce moment, il y a une loi qui empêche les propriétaires de sortir les locataires qui ne payent pas. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne payent pas leur loyer depuis mars. Puis aussitôt que cette loi-là va tomber, il y a beaucoup de gens qui vont se faire exproprier. Fait que nous, on attend de voir, c'est triste en même temps, là, mais on attend de voir c'est quoi le meilleur moment où les loyers vont être le plus bas, où il va y avoir le plus haut taux d'inoccupation, puis on va pouvoir négocier un loyer dans Soho qui peut être le même prix qu'à Montréal, ce que je paye en ce moment. Fait que c'est un peu ça notre mindset. Fait que pour New York, on essaie d'attendre le plus longtemps possible pour voir ce qui va se passer avec la pandémie, s'il va y avoir un certain contrôle, est-ce que les magasins vont réouvrir, vont fermer. Fait qu'on essaie d'être le plus proche possible du moment où on va ouvrir. Puis on est aussi accompagné par une compagnie canadienne qui fait un peu d'immobilier, puis ils font de l'immobilier, de la construction, de pop-up temporaire. Fait que c'est ça, eux ont une licence pour opérer aux États-Unis. Fait que là, on est en train de faire un partenariat avec une autre compagnie pour pouvoir. Parce que là, on peut. Je veux dire, je pourrais aller à New York si c'était pour le travail. Donc, techniquement, je pourrais me rendre à l'aéroport, aller à New York si je veux. Mais on ne l'a pas fait encore. On attend le plus longtemps possible pour voir ce qui va se passer. Fait qu'en attendant, on a des partenaires qui, eux, peuvent traverser les frontières, puis ont déjà ont déjà une présence à Manhattan, puis ils peuvent nous aider. Puis avant aussi, en janvier passé, j'ai fait un MBA avec The Fashion Institute of Technology à New York. C'est un MBA que j'ai gagné d'une durée de 1 mois. Fait que j'allais à New York tous les week-ends en janvier. Fait que j'ai eu beaucoup d'informations sur le marché là-bas. Je me suis fait des amis qui ont des boutiques, des entreprises. Fait que c'est sûr que tout ça aide pour s'installer parce que j'ai eu un peu du feedback. Puis j'ai des gens là-bas que je peux contacter pour du soutien, pour poser des questions, qui me mettent en contact aussi Tu as avec des développé gens. un mini réseau en fait à New C'est York qui te ça. permet de valider un peu au niveau terrain tes hypothèses que tu avais faites sur le marché. Est-ce que vous avez commencé l'activation? Est-ce que peut-être est-ce que c'est facile de vendre en ligne aux États-Unis? Peut-être ton témoignage là-dessus. Est-ce que vous avez le site est disponible en ligne bien évidemment aux États-Unis? Est-ce que vous avez déjà des commandes en ligne aux États-Unis que tu vois arriver? Oui, on a déjà des commandes en ligne, puis ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de commandes en ligne dans des marchés qui ont des températures similaires à la nôtre. Fait une des choses que notre marque fait différemment des autres, c'est souvent, tu sais, les marques de chaussures vont être fabriquées en Europe ou ils viennent de la Californie, puis, ou des endroits où il n'y a pas un climat comme le nôtre, où il n'y a pas un hiver pendant 6 mois, tu sais. Fait qu'on remarque beaucoup d'achats aux États-Unis dans les zones comme le Michigan, Chicago, Boston, le Maine, New Hampshire, tu sais, toutes les régions, Vermont, toutes les régions où il y a un hiver, en fait. Souvent, on se fait connaître par notre bas d'hiver en premier aux États-Unis. Fait qu'on a fait quelques ventes, mais je dirais très dispersées, qu'on ne peut pas vraiment savoir de où ils viennent. Fait que là, ce qu'on veut faire, c'est commencer à faire du PR à New York, s'engager quelqu'un qui va faire notre PR, puis après ça, ça fait des hits sur notre site web à New York, puis après ça, on fait de la publicité targetée après avoir eu des hits sur notre site web. Fait que c'est un peu, là, on va commencer la publicité en ligne avant de s'installer. Fait que le but, quand tu arrives avec un pop-up, c'est toujours d'avoir au moins une base de clientèle, au moins 300, 400 clients qui t'attendent puis qui sont excités que tu arrives. Fait que
mais quand tu fais ton pop-up, au moins tu as ces 300 personnes-là qui viennent au rendez-vous puis qui sont contents que tu sois là. Puis après ça, ils peuvent en parler à leurs amis puis ça fait de la contamination. Fait que je pense que c'est important avant d'ouvrir un endroit d'aller récolter des clients en ligne euh, pour après ça arriver puis qu'il y a comme une Réchauffer un peu certaine ta masse. Ouais, communauté, développer un peu une communauté, faire connaître un peu, avoir un noyau dur un petit peu de fans, entre guillemets, là, qui te permettent de mieux développer ça, et puis d'assurer le succès de ton pop-up. c'est ça. Ouais, non, c'est une bonne, c'est vraiment intéressant. Et puis la stratégie de pop-up, je la trouve intéressante. C'était déjà en vogue avant le Covid. C'est sûr que Ouais. le Covid amène ça. Est-ce que vous avez repensé un petit peu votre parcours client avec le contexte actuel de Covid et après Covid? Oui, mais en fait, tu sais, même si tout allait mal en avril-mai, tu sais, on était comme, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait un enjeu de financement, il y avait un enjeu tu sais, de plein de choses. Mais en même temps, on a réalisé que nos clients étaient plus que jamais en ligne, en train d'interagir avec notre marque. Fait qu'on a essayé de prendre ça comme opportunité de parler un peu plus à notre clientèle en ligne, leur expliquer qu'est-ce qui se passait avec la production, tu sais, puis créer un lien avec notre clientèle plus long terme, tu sais, pas pour faire des ventes comme en pleine pandémie, mais tu sais, pour garder un contact long terme. Fait qu'on a vu une opportunité c'est ça, de parler un peu plus à notre clientèle sur une base courante. Même si on ne les voyait plus en personne, on pouvait quand même interagir avec nos clients en ligne. Fait qu'on a fait un gain au niveau de nos followers en ligne puis de nos interactions avec nos clients. Puis c'est ça. Puis après ça, c'est sûr qu'en boutique, on trouvait que nos boutiques étaient déjà bien adaptées pour la situation parce que on n'est déjà pas dans des endroits super passants. C'est vraiment une boutique destination. Fait que c'est sûr qu'il n'y a jamais plus que 3 clients en même temps dans la boutique. T'sais, de toute manière, toute l'année, on n'a pas vraiment plus que 3 clients en même temps. Fait que c'est pas vraiment un enjeu pour nous d'adapter nos boutiques. Mais c'est sûr qu'en arrivant dans un marché comme New York, on est en train de penser à designer une boutique qui est faite pour le new normal. Fait qu'on est en train de designer une boutique parce qu'on trouve ça plate des fois quand tu vas dans un endroit puis ils demandent, disons, à ton conjoint ou à ton ami d'attendre à l'extérieur pendant que toi, tu essaies des choses que tu aimerais leur montrer ou tu aimerais avoir leur avis, mais il faut qu'ils attendent à l'extérieur ou sinon ils te font rentrer puis ils te disent, ah, ben si jamais il y a plus de gens qui veulent magasiner, on va vous demander de sortir. Fait que, toute cette expérience-là, pour moi, c'est pas vraiment adapté à la situation où on vit. Fait que là, on est en train de penser à des espaces qui pourraient permettre à des bulles de rentrer ensemble, essayer des produits ensemble, puis ressortir sans que ça soit dangereux. Fait que c'est sûr que le pop-up à New York, puis la boutique qu'on est en train d'imaginer, c'est fait pour penser à comment on peut magasiner maintenant que le COVID fait partie de nos vies, tu sais, puis va faire partie de nos vies peut-être pendant 1 an ou 2, le temps que tout le monde ait un vaccin. Fait que faut penser à ça pour que ça soit pas désagréable de venir en boutique, surtout dans un endroit comme New York où il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de gens. Il faut que ça soit adapté. Ben oui, et si on revient un petit peu sur la partie implantation, incorporation, taxe, etc., j'imagine que faire ça tout à distance, c'est pas évident. Il faut trouver des partenaires, j'imagine, pour vous représenter. Comment vous avez géré un peu parce que c'est complexe de s'incorporer aux États-Unis, même à New York, de gérer son niveau de taxe, les coûts, etc. Tu disais que Toronto, c'était facile, vous pouviez prendre la voiture et y aller. New York, avant, on pouvait, maintenant, c'est un peu plus compliqué, il faut prendre l'avion. Et puis, comme tu l'as dit, vous évitez au maximum de voyager le plus longtemps possible. Comment vous avez géré comment vous gérez actuellement un peu toute cette. Fait que là, on est comme dans la phase 1. Fait qu'on est vraiment pas arrivé, là, mais on est dans Ouais, la phase 1. Fait que j'ai discuté un peu avec. On a la chance d'avoir notre investisseur et un Québécois qui a parti une branche de sa compagnie à New York. Fait que c'est pour ça qu'on l'a choisi. C'est pour ça qu'on est. Ça a toujours été, quand on a signé le deal ensemble, c'était dans le but d'aller à New York ensemble. Puis ce qu'on trouvait intéressant de lui, c'est le fait qu'il avait une expérience, qu'il avait déjà amené sa compagnie du Québec qui fonctionnait bien aux États-Unis. Puis ensuite de ça, il a vendu sa compagnie à une compagnie américaine. Fait que lui, il a vécu plein de parties du processus que je trouve
super intéressantes. Fait qu'il y a des bons... on a quelqu'un qui est là pour nous conseiller dans ce genre de décision-là. Fait que ce qu'il nous a suggéré, c'est en premier de faire des recherches sur un peu comment ça fonctionne avec des ressources qui sont gratuites avant d'embarquer les avocats dans le processus. Parce qu'on a un super bon bureau d'avocats. On est représenté par l'Avri, qui est comme un des super bons bureaux au Canada. Mais il faut quand même faire nos recherches avant que l'Avri fasse le reste du travail. Puis eux sont, dans le fond, le bureau et ils ont des collègues aux États-Unis qui peuvent faire les papiers pour nous, qui peuvent nous incorporer, qui peuvent faire toutes les... nous enregistrer, puis nous setter pour les taxes. Puis ils sont là aussi pour nous dire dans quel état on devrait s'enregistrer pour sauver le plus d'argent possible. Fait qu'on a il y a toujours des gens, des conseillers légaux qui sont là. Mais là, en ce moment, on est dans la phase 1 pour essayer de comprendre, nous, avant d'aller leur parler. Il faut qu'on arrive avec un certain bagage. Fait que là, c'est ça qu'on fait. Puis après ça, les avocats vont embarquer. Fait que la première chose qu'il va falloir faire, c'est un visa de travail. Parce que j'ai appris dans la formation qu'on fait dans le PAC, qui est une formation pour exporter qu'on fait en ce moment, j'ai appris que quand tu as une business aux États-Unis ou quand tu y vas pour démarrer un projet ou opérer un projet, tu ne peux plus rentrer comme un simple citoyen canadien. Ça te prend un visa d'entrepreneur. Fait que là, c'est notre prochaine étape. Dès qu'on a compris un peu où on s'en va, là, on va faire un visa. Puis mon but, c'est de déménager là-bas peut-être pendant 3 mois, le temps du pop-up, puis pour aussi rencontrer des gens. Puis après ça, si on veut que ça devienne un projet permanent, je veux rencontrer des managers de boutiques potentielles. Puis comme on a fait à Toronto, on s'est rendu à Toronto plusieurs fois pour interviewer des gens, pour prendre contact, puis on a trouvé la bonne personne. Puis en ayant la bonne personne qui s'occupe de Toronto, bien, pour moi, j'en entends jamais parler de Toronto, ça roule tout seul, parce qu'on a le bon partenaire. Fait qu'il va falloir trouver le même genre de partenaire aux États-Unis. Fait que c'est ça. Fait que, mon but, c'est vraiment de me rendre là-bas pendant 3 mois, puis d'habiter là-bas pour vraiment faire le plus de contacts possible, des entrevues. Il y a aussi tout l'aspect PR qui a été très facile au Québec parce qu'au Québec, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu comme un village. Là. Il n'y a pas des milliers de C'est là où médias. vous êtes né aussi, donc Oui, aussi. naturellement, en fait, vous avez votre réseau. Je pense que la communauté est très à la recherche aussi de success story, entre guillemets. Donc, forcément, ça nourrit, je pense, vos PR un peu naturellement. Mais c'est aussi que le nombre de médias au Québec qui est québécois est quand même limité. Fait que c'est sûr que si tu as un article dans la presse, puis après ça, Radio-Canada parle de toi, tu as déjà une bonne partie de la population qui a entendu parler de toi. Fait que c'est sûr que c'est plus facile d'aller chercher les médias au Québec, tandis qu'aux États-Unis, le nombre d'États qu'il y a, genre chaque État a des journaux locaux, des publications locales. Fait que c'est beaucoup plus grand. Puis même chose pour le Canada anglais. On a engagé quelqu'un qui fait nos médias dans le Canada anglais parce que c'était trop grand pour le faire tout seul. Fait que c'est ça, tu sais, on est prêt. Mais je pense que pour nous, l'important, c'est de commencer juste avec si quelques personnes nous connaissent à New York, déjà pour nous, c'est un succès. Puis après ça, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il faut juste être patient. Puis le bouche à oreille se fait. C'est sûr qu'avant, on sentait qu'il y avait de la contamination dans les milieux de travail. Donc, les gens achetaient nos chaussures, en parlaient pendant un lunch au travail, puis là, on voyait plus de clients apparaître. Fait que c'est sûr que là, la contamination se fait plus aussi facilement qu'avant. Puis aussi dans des événements, on faisait des talons pour des mariages, tout ça. Fait que les gens posaient des questions quand ils voyaient leurs amis avec une paire de chaussures spéciales. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que ça joue un peu contre nous. Fait que c'est là qu'il faut être beaucoup plus fort en ligne pour aller contaminer en ligne plutôt qu'en personne le bouche à oreille. Mais il reste qu'il y a encore de la contamination qui se fait par bouche à oreille. C'est juste que c'est beaucoup plus lent qu'auparavant. Comprends. Ça fait du sens. Je vais regarder un petit peu si on a des questions des Oui. gens qui nous regardent. On me demande, je ne sais pas si tu peux dire ça ou en tout cas une fourchette, mais combien tu as investi dans les pop-up à Toronto? Peut-être donner un ordre d'idée, peut-être combien coûte un pop-up sans forcément tout dévoiler. Là, mais, Fait que c'est ça. En général, mes pop-up à Toronto me coûtaient entre 1000 et 3000. Fait que c'est c'est vraiment vraiment pas... pas cher.
C'est sûr qu'on faisait beaucoup de choses nous-mêmes. Là, pour vous donner une idée, ma sœur, l'année passée, on en a fait un en décembre. Ma sœur est enceinte de 8 mois. Puis moi, je transportais toutes les boîtes parce qu'elle ne pouvait pas transporter les boîtes, mais elle était quand même dans un pop-up toute la journée. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on a fait nous-mêmes, là. Juste moi et ma sœur, on pactait tout le truck, on le dépactait. Fait que c'est sûr que, tu sais, il n'y avait pas de service de déménagement, d'inclus. Tu sais, on ne l'a pas fait de manière haut de gamme, là, notre pop-up. On l'a vraiment fait, on s'organise nous-mêmes. Puis on a comme acheté un kit de départ, je dirais, qui nous a coûté environ comme 3 000 $. Fait qu'on s'est bâti des cubes, on s'est bâti des... on a acheté des tablettes, on a acheté des rideaux, des trucs qui tiennent les rideaux autoportants parce que tout doit être autoportant quand tu arrives dans un espace où tu n'as pas le contrôle. Fait que là, on a investi dans un kit, puis là, à chaque fois qu'on fait un pop-up, on se dit, OK, là, c'est la dernière fois, là, tu sais. Parce que c'est dur physiquement, tu sais. Transporter, si tu penses à un cube de 12 pieds, là, que tu remplis avec complètement de stock, c'est comme faire le déménagement d'un appartement, genre 2 pièces, mais comme on l'a déjà fait 3 fois dans un mois, moi puis ma soeur. Fait que je me suis même disloqué la rotule parce que j'ai porté des charges trop lourdes. Fait que, il faut quand même dire que non, ça ne nous a pas coûté cher, mais on a travaillé comme Vous avez travaillé vraiment fort pour les beaucoup. mettre en place. Ouais. Et il y avait une autre question liée au pop-up, c'était comment vous arrivez à avoir ces 200-300 clients en fait avant? On a parlé un peu d'investissement en ligne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien, une chose qui nous a aidé à Toronto, c'est qu'on a fait, on était dans un événement qui s'appelle Made in Land, qui est un endroit où plein de designers canadiens, surtout de Toronto, mais la fille qui gère ça inclut aussi des gens de l'extérieur de Toronto. Puis c'est un événement qui durait 2 jours, puis ça me coûtait 800 $ pour avoir un booth. Puis je pouvais vendre mes produits directement. Puis il y avait des milliers de personnes qui venaient à cet événement-là. Un peu comme à Montréal, le souk à la SAT. Fait que quand on a commencé la compagnie, on a fait un pop-up au souk à la SAT. Puis ça nous a mis en contact avec des milliers de clients qui sont intéressants, qui sont exactement notre clientèle. Puis après ça, quand on faisait des événements indépendants, mais on pouvait rappeler un peu ces clients-là qui avaient acheté à ce pop-up-là. Fait que je pense que de s'associer avec des événements comme régional, ça nous a beaucoup aidé. Fait que, tu sais, je sais qu'à New York, il y a aussi d'autres fairs de designers comme un peu indépendants. Fait que ça pourrait être un moyen de comme se faire connaître. Puis après ça aussi, tu te fais des amis. Tu as des gens autour de toi qui ont des booths. Puis là, automatiquement, tu es dans la même catégorie. Fait que tu parles d'affaires avec eux. Fait que, tu sais, je pense qu'aller faire des événements régionaux où tu rencontres des acteurs locaux de la mode ou de peu importe ton domaine, mais ça nous a beaucoup aidé parce qu'après ça, ils nous disaient où aller, quoi faire, à qui parler. Fait que c'est ça qu'on fait aussi à New York. Tu sais, j'ai aussi rencontré un groupe d'entrepreneurs qui sont en mode à New York. Fait que les autres aussi ont vécu des expériences puis peuvent m'aider à... C'est ça, je peux les appeler pour savoir, tu sais, si jamais je trouve un loyer, que je trouve ça cher, eux connaissent des gens, fait qu'ils peuvent me donner du feedback. Fait que je pense que c'est ça qui est important. Ouais, donc tu as fait pas mal d'événements locaux qui t'ont permis de développer encore une fois le réseau qui est important pour avoir l'expérience terrain. Est-ce Mm. que, petite question là qui me vient en tête, est-ce que vous avez envisagé de faire des événements virtuels? Je sais que c'est un peu la tendance où tu penses que, en tout cas sur New York, parce que les événements locaux switchent un petit peu vers le virtuel actuellement. Est-ce que c'est quelque chose Euh, que vous avez envisagé ou pas du tout? non, pas du tout, parce que je trouve qu'avec ce qui se passe, il y a comme tellement d'événements virtuels que j'ai comme l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau, là. Tu sais, il y a tellement de choses qui se passent virtuelles que je pense qu'il y a des gens qui, dans le cadre de leur travail, passent toute la journée sur Zoom, puis après ça, tu sais, je ne sais pas s'ils ont envie d'aller dans un événement virtuel. Je sais qu'il y a des marques qui montraient leurs produits de manière virtuelle à, disons, des journalistes ou des clients. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a des marques de chaussures qui organisent une présentation de leurs produits sur Zoom, puis invitent des influenceurs, des journalistes, tout ça pour voir la présentation. Nous, honnêtement, on n'a juste pas eu le temps de le faire. On est en train de vendre, puis Parce que une bonne on nouvelle, c'est que vous n'a n'avez pas pas le le temps temps. de faire des événements et que vous avez
vous avez Ouais, prenez plus de temps à faire de la vente. c'est ça. On arrive un petit peu au bout de notre temps. Donc, je vais vous poser une question qu'on pose un petit peu à tous nos invités. En fait, c'est simplement, c'est qu'est-ce que ça représente l'international pour toi personnellement et puis pour Maguire qui l'entreprise. Bien, en fait, pour nous, l'international, ça représente, ça fait juste du sens pour notre modèle d'affaires parce que on passe tellement de temps à développer des produits. Fait que je vais passer le même temps à développer et corriger une chaussure si j'en fais 40 que si j'en fais 400. Fait que pour nous, c'est important de montrer les mêmes produits au plus grand nombre de gens possible. Fait que c'est pour ça que sortir du Canada, aller à l'international, c'est important pour notre modèle d'affaires. Fait que notre but, c'est de ne pas faire le plus de produits possible pour comme essayer d'aller chercher chaque partie de la population au Canada puis au Québec. Pour nous, c'est de savoir qui on est puis aller chercher ces gens-là, peu importe où ils habitent dans le monde, t'sais. Puis peu importe ils ont quel âge, parce que pour nous, c'est pas notre client, il n'y a pas comme un âge particulier, c'est juste des gens qui partagent les mêmes valeurs, qui aiment les mêmes choses, qui aiment la couleur, qui aiment le design. Fait on veut les rejoindre, peu importe son où dans le monde. Puis fait c'est pour ça que pour nous, c'est important d'exporter. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Myriam, d'avoir partagé un petit peu ton expérience avec nous et puis les embûches et en tout cas tout le processus de développement, que ce soit sur Toronto ou New York. Je vais inviter tout le monde à aller voir le site, bien évidemment, de Maguire. Ils veulent acheter des chaussures pour les fêtes. Merci encore, Myriam, et à très vite. On Oui, va tout simplement rapidement conclure pour respecter le temps du Café Export. Merci à tous d'avoir participé. Je pense que si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, on se fera un plaisir de les rediriger vers Myriam. Mais si vous avez d'autres questions pour nous, on y répondra avec plaisir. J'allais dire la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, notre invité sera l'entreprise Apillac qui fait de la nourriture lyophilisée pour tout ce qui est outdoor et randonnée, tout ce qui est activité en fait d'extérieur tout simplement. Donc on aura la chance de parler un petit peu de leur développement de marché, puis de justement comment ils ont un peu pivoté leur stratégie de distribution, encore une fois en temps de pandémie. Donc, merci à tous. Bien évidemment, encore une fois, tous nos webinaires sont disponibles sur la chaîne YouTube de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Donc, on vous invite à les consulter, de les partager. Ce webinaire sera disponible dès demain sur la chaîne. Donc, on vous encourage à aller voir tout ça. Merci à tous et bonne fin de journée, bon jeudi après-midi. Au revoir.